Imaginez que dans un futur proche, une épidémie se répande dans votre ville. Imaginez, en second lieu, que vous soyez le seul médecin capable dans cette ville. Et vous avez 2 traitements à disposition pour soigner la population. Avec un premier traitement, le résultat obtenu sera la perte, la mort de la moitié de votre population. Avec un second traitement, vous aurez une chance sur 2 de sauver tout le monde. Que faites-vous ? Vous avez choisi le deuxième traitement. C'est tout à fait normal, je viens de vous manipuler. Devant une perte, l'être humain préférera toujours, ou à 80% selon les cas, prendre un risque. Jingle. Salut mes petits tazounés, on se retrouve cet après-midi pour la review de l'épisode 5 déjà de la saison 3 de Squid Game. Alors un épisode qui nous a réservé énormément de rebondissements. Et comme pour l'épisode précédent, pour la review de l'épisode précédent, je vous propose de nous occuper d'abord des side quests et puis pour revenir ensuite sur l'intrigue principale. Alors, le numéro 246, eh bien lui, il est parti en haute mer, on l'a vu, alors que le numéro 11, le soldat 11, est revenu sur l'île pour détruire toutes les preuves, toutes les informations liées au joueur 246, de sorte que l'organisation ne puisse plus le retrouver et le faire taire. On se souvient que dans l'épisode précédent, on savait que le soldat noir savait en particulier où se trouvait la fille du joueur 246, dans quel hôpital, et de quoi elle souffrait. Eh bien, le numéro 11, pour lui assurer un avenir serein, retourne sur l'île pour détruire toutes ces informations. On l'avait vu venir, voilà, il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc le soldat noir qui est menacé par le pistolet mitrailleur efface d'abord la première base de données et lui dit il faut monter ensuite au dernier étage pour aller dans la salle des archives qu'on avait déjà vu dans la saison 1 pour détruire les documents papier. Là ils montent, ils font la bagarre, tout ça, finalement, et il y a un petit dialogue qui nous permet d'en savoir un petit peu plus aussi. C'est un bonbon, hein, c'est un petit plus qu'il y a dans l'histoire, où on en apprend un petit peu sur le lore, sur l'histoire du soldat noir, justement, qui lui aussi est nord-coréen, à l'instar du numéro 11, et qui lui aussi a laissé quelqu'un de l'autre côté de la frontière. Donc après le dialogue, il y a rebagarre, le soldat noir se fait trouer la peau, et le numéro 11 finit par trouver les archives. Un petit passage d'ailleurs, on voit le directeur O à un moment donné. On ne sait pas si c'est empaillé, s'il est empaillé ou quoi. C'est glauque. Hein. Moi j'ai trouvé ça glauque, vraiment. Bon, Quoi ? Bon, bref. Du côté du numéro 246, eh bien ce dernier poursuit sa route sur le bateau en direction des côtes, mais il est rattrapé par le bateau qui l'a pris en chasse par d'autres soldats roses. Et comme on l'avait vu venir dans l'épisode précédent, eh bien, dans la mesure où il y a un petit hors-bord qui part de l'île vers les côtes et qu'il y a un autre gros bateau qui part des côtes et qui vient vers l'île, les deux vont forcément se rencontrer à un moment donné. Ça arrive, le bateau des flics débarque et sauve le numéro 246. Alors attention, parce que on n'est pas à l'abri dans le dernier épisode d'une douille du genre les flics voient un soldat rose, bim, ils lui tirent dessus. On n'est pas à l'abri d'une douille comme ça. On n'est pas à l'abri d'une douille non plus que le 246 embarque avec les flics, puisque son moteur est pété, donc il va forcément monter avec eux, et que les flics le ramènent sur l'île. Tu vois ? Et que il se fasse flinguer là-bas, on ne sait pas. Autre hypothèse, le numéro 11, il s'est pris un coup de couteau. On ne sait pas trop comment il va, comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir. Ça a l'air d'aller, hein, puisqu'il continue à marcher un peu. Mais on n'est pas trop à l'abri de l'un des deux qui canne, entre le 246 ou le 11, et qui dit à l'autre, écoute, tu prends mon organe et tu le donnes à la gamine. C'est un don, donc il n'y a pas à payer, il y a à payer l'opération, bien évidemment, mais l'organe, lui, il sera gratos du coup. Et on revient sur le jeu. Alors sur le jeu, nous nous étions quittés dans l'épisode précédent sur le cliffhanger où le maître des jeux donnait au numéro 456 un couteau en lui disant écoute, demain tu vas avoir tous les autres contre toi.
je te donne un couteau, tu peux en finir de suite. Je vous avais expliqué toute la notion de l'expérience d'utilitarisme qui était alors évoquée. Dans quelle direction le numéro 456 allait-il faire bifurquer la locomotive? Qui allait-il sacrifier? Sacrifierait-il le plus grand nombre ou bien son intérêt personnel? Et on a là un petit flashback qui est intéressant parce qu'on a le maître des jeux, on voit le maître des jeux qui a subi, lorsqu'il était candidat, la même situation avec, nous on le sait, le directeur O en face de lui, qui lui a dit, ben voilà, qui lui a donné cette chance-là. Pourquoi? Alors est-ce que le numéro 1 était-il également utilitariste à ce moment-là? Est-ce que le maître des jeux, lui aussi, lorsqu'il était joueur, avait foi en l'humanité? Et le directeur O avait déjà à l'époque voulu le briser? Toujours est-il que, alors que le maître des jeux, quand il était joueur, a lui utilisé le poignard, le numéro 456, lui, ne le fait pas. 456 brise donc ainsi le cycle de la vengeance et il montre ainsi au maître des jeux combien il vaut mieux que lui. L'apparition du fantôme de la nana, j'ai plus son nom, de la saison 1, ce n'est finalement que l'apparition de sa conscience, de sa morale qui lui interdit d'aller plus loin. Arrive alors le dernier jeu, celui où le numéro 456 a décidé de sa pleine volonté de se présenter seul face à tous les autres joueurs. Il se présente méfiant, il sait que les autres ont fait un pacte contre lui, et il va attendre tranquillement l'énoncé des règles du jeu. On se retrouve donc sur une tour carrée, tout en haut, à plusieurs mètres de haut, et la règle est la suivante, et bien pour passer de plot en plot, il faut que les joueurs éliminent au moins un joueur parmi eux. Alors on ne sait pas si le numéro 456 garde le bébé sur lui pour le protéger, ou bien s'il l'utilise comme bouclier lui-même. Est-ce que ça fait partie de sa stratégie ou pas, en se disant je sais très bien que vous allez vouloir le sacrifier, l'éliminer lui en premier, mais si je suis avec lui et que nous tombons tous les deux, alors c'est vous qui allez vous retrouver dans la panade. Parce qu'alors la confiance que vous avez mise les uns envers les autres, elle sera brisée. Mais le temps file et les joueurs perdent beaucoup de temps à déterminer qui éliminer en premier entre 125, 222 et 456, et également qui s'occupera, qui se chargera de l'éliminer. Et là, il y a des doutes qui commencent à poindre. On ne sait pas lequel éliminer en premier parce que on a peur que le 456 saute avec le bébé en même temps et du coup, ça foutrait la merde. On a peur que le joueur désigné essaie d'accrocher, d'agripper celui qui va le balancer et ne tombe avec. Donc, il y a une notion de perte, une notion de risque. On voit que le numéro 333 essaie de manipuler un petit peu le groupe pour essayer de sauver le numéro 222, la gamine. Et il remarque que le numéro 125 est en plein alu. Il va donc manœuvrer habilement pour faire changer d'avis à tout le groupe et à dire regardez l'autre là-bas, il est déjà à moitié mort, il n'y a plus qu'à le pousser un peu et c'est terminé, on n'en parle plus. Et on verra ensuite comment est-ce qu'on peut séparer 456 de l'enfant, on aura un peu plus de temps pour y réfléchir. Dans ses hallucinations, le numéro 125 revoit Thanos, revoit le numéro 124 et revoit également sa crush qu'il n'a pas défendue lors de la bagarre qui a eu lieu et pour laquelle il a assisté à l'assassinat sans rien faire. Il s'excuse, il fait un véritable repentir de toutes ses fautes et à la toute fin, c'est sa crush qu'il voit en hallucination qui lui offre la rédemption, qui lui offre l'absolution. Le numéro 125 lâche prise alors et se fait éjecter de la plus violente des façons, mais avec l'esprit apaisé. Les joueurs traversent à présent sur le triangle, et en apparence, la situation paraît simple. Il suffit tout simplement de séparer le numéro 222 du numéro 456. Mais alors que l'appât du gain jusqu'à présent menait la danse, maintenant ça va être la peur de perdre qui va ralentir le groupe. Parce que s'ils suivent le plan, c'est-à-dire qu'ils arrivent à séparer les deux joueurs et à en jeter un, leur chance de survie reste de 100%. Mais si le numéro 456 et 222 sautent en même temps, ou que l'un des joueurs du groupe pète un câble et les pousse tous les deux, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Leur chance passe de 100%
à 80-85%. Et c'est plus la même. Parce que dès lors, ils se retrouveraient à 6 sur le dernier pilier, et parmi les 6, eh bien, ils auraient une chance de ne pas finir le jeu. Et là, j'ai envie de vous dire, une chance sur 6, ça ne vous rappelle rien aussi ? Eh bien, une chance sur 6, c'est exactement la même probabilité que lorsque les mafieux jouaient à pierre-feuille-ciseaux avec le recruteur. Une chance sur 6, c'est approximativement 17%. C'est-à-dire que s'ils font tomber 456 et le bébé, ils auront donc 17% de chance, ou de malchance, de se faire éliminer sur la dernière plateforme. 17%, c'est pas énorme. Mais lorsque tu pars d'une situation où tu es à 0, 17 ça devient beaucoup. Et là, je vais vous sortir un autre mot du jargon littéraire, l'épanadiplose. L'épanadiplose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de réutiliser un mot qui avait été utilisé en début de texte, d'œuvre, et de le réutiliser à la toute fin. Nous avons commencé la saison 2 avec un pierre-feuille-ciseau avec une probabilité de 1 chance sur 6. Nous sommes à présent à 1 chance sur 6 si les joueurs projettent les numéros 456 et 222 dans le vide. Le numéro 456 se rend compte de cette faille et va semer les graines de la discorde dans les esprits du groupe. Un combat psychologique s'engage alors entre le numéro 456 et le joueur qui a été désigné pour aller séparer les deux joueurs. Mais sous la pression et la graine qui a été semée dans son esprit, celui-ci craque et refuse de prendre cette responsabilité-là. La tension monte entre les joueurs et on va assister à des disputes d'enfants, littéralement, dès lors que les termes de l'accord initial ne sont plus garantis. Et c'est là que la forme sert le fond, c'est-à-dire que nous sommes sur une plateforme en triangle. Comme ça, voilà. Et que chaque groupe individuellement, on va parler de 456 d'un côté, de 333 et du reste du groupe, va avoir des objectifs différents. 456, lui, veut avant tout sauver l'enfant, le numéro 222. Il est conscient qu'il va falloir sacrifier quelqu'un, mais il souhaite que ce sacrifice-là soit équitable entre tous les autres joueurs. C'est pour ça qu'il choisit fréquemment le tirage au sort. Dans un autre coin, nous avons le numéro 333, qui lui aussi veut sauver le numéro 222, mais qui souffre, lui, du syndrome de l'appât du gain. Lui, il se moque de savoir qui survit, qui ne survit pas, du moment qu'il gagne le plus possible. Et de l'autre côté du triangle, nous avons un groupe qui va préférer la certitude de survivre plutôt que le gain maximisé. Les trois groupes ne peuvent donc pas s'entendre puisqu'ils ont chacun... Alors certes, ils ont pour deux d'entre eux à chaque fois des motivations communes, mais également des motivations antagonistes. Ce qui va changer la donne et accélérer les choses, c'est véritablement la sortie du couteau du numéro 456. Parce que de fait, les membres du groupe vont davantage voir la perte et le risque que le gain et la survie. Et ainsi, ils vont voir leur chance de survie passer de 100% à 17% de chance de mourir. La différence n'est pas très énorme, vous me direz, mais elle est là. Passer de 0% à 17%, ça commence à peser. C'est une probabilité significative. Vous voyez ? Et c'est d'autant plus significatif que quelques secondes avant, ils étaient à 0. Tout ça parce que le numéro 456 veut procéder à un tirage au sort et parce qu'il a un couteau. C'est donc le jugement sur ces probabilités qui fait vriller les joueurs. Et là, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'apprécie de loin un petit peu la philosophie. Je vais donc vous citer Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais la représentation qu'ils se font de ces choses. Et l'on prend souvent en exemple justement la mort. La mort qui trouble les hommes, eh bien non, la mort ce n'est pas ça qui trouble les hommes, c'est le jugement que les hommes portent sur la mort qui les trouble. Parce qu'ils ont vu dans leur expérience la mort d'amis, de famille, et ils ont vu la souffrance, ils ont vu le chagrin dans les yeux des survivants, et c'est donc ceci qui les trouble. La mort en soi, ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un moment. On ne souffre pas au moment où l'on meurt. On souffre avant, mais des causes d'une maladie. Mais la mort en soi, ça n'a rien de dramatique. Ça n'a rien de douloureux.
On est troublé parce que eh bien, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un chemin, c'est la fin d'une vie. Et donc, pour en revenir également toujours aux stoïciens, si l'on ne veut pas regretter de mourir trop vite, eh bien il faut vivre à fond maintenant. Alors, phase de négociation, le groupe qui n'est pas armé va désigner de façon tout à fait arbitraire une victime, un pique-nique comme il l'appelle vulgairement, en lui disant, ben écoute, voilà, pour cette manche-ci c'est déjà fait, donc on va survivre, on te propose d'aller de l'autre côté et on sacrifie ce type-là. Chance de survie 100%. C'est simple. Eh bien non, ça ne convient pas à 456 parce que pour lui, ce qu'il veut, c'est une chance équitable. Le tirage au sort, le tirage à la courte paille. Du coup, ben, même ça rend dingue les autres joueurs parce que ben, ils revoient leur chance de survie se baisser de 100% à 85%. Et c'est la bagarre générale. 2 joueurs sortent et il reste 5 joueurs, dont le bébé et le fameux pique-nique. Et on en revient exactement au même. Sauf qu'il y a 2 joueurs de moins, donc la prime est un peu plus élevée. Et dans un excès de confiance et par appât du gain, encore une fois, le numéro 333 qui veut maximiser son gain final va projeter le numéro 100 en dehors de la tour en se disant ben, il me reste encore le pique-nique qui est là en train de... Oh putain, il se barre! Je vous l'ai dit et répété tout au long des reviews, il y a une phrase comme ça qui revient souvent, à trop vouloir gagner, on finit par perdre. Et c'est exactement ce qui se passe là, parce que le numéro 333 a voulu gagner plus, parce qu'il lui suffisait de ne rien faire, le numéro 100 vivait, il gagnait un petit peu moins, il balançait effectivement le pique-nique, ou bien il tirait à la courte paille, mais bon là ils étaient plus que 4, donc du coup tu n'avais plus 17% de chance de mourir, mais 25. C'est plus la même là. Nous sommes à la fin de l'épisode, les derniers joueurs en vie vont traverser, c'est-à-dire le 222, le 333 et le 456. Et parmi eux, eh bien, il va y avoir un joueur qui va devoir être éliminé. Je ne vous parle pas du 233 qui s'est fait poignarder, puisque je vous rappelle que la règle, c'est de dire que c'est un joueur vivant qui doit être éliminé. Donc lui, s'il est mort, à moins qu'eux, ils ne soient pas morts, bon, c'est autre chose. Mais là, il va être intéressant de voir si le numéro 333 ne va pas utiliser un prétexte fallacieux pour dire ben, ce bébé, moi j'en voulais pas, sa mère elle voulait pas que je l'élève, donc de toute façon je m'en fous s'il meurt, on le balance. Autant c'est possible. Moi le 333 je le vois pas sauter. Clairement, il a fait tout ça, motivé par l'argent. Je vois pas pourquoi il sauterait maintenant. Je les vois pas pour le storytelling, je vois pas pourquoi il balancerait le bébé, donc malheureusement je vois bien que c'est le 456 qui va sauter. Il aura les boules, hein. Il aura les boules. Hein. Putain, ça va que je saute pour le bébé, mais l'autre, putain, salaud. Parce qu'il y a ça aussi, est-ce qu'il y a cette règle-là qui n'a pas été encore trop mise en avant. Si aucun ne saute, eh bien c'est les 3 qui meurent. Donc pour 456, soit il tue le numéro 333, soit il saute. Il n'a pas le choix. S'il veut sauver le bébé, il n'a pas le choix. À moins que, comme les flics arrivent, ben, ils mettent fin à tout ceci. Bon, il reste un épisode. Il y a pas mal d'intrigues encore à solder. On a l'intrigue justement numéro 11 et 246. Comment ça va se finir? Est-ce que la gamine va être sauvée? On a l'intrigue entre les 2 frères, le flic et le maître des jeux. On a les VIP. On a ce dernier jeu-là. Qui va vivre, qui va mourir? Non, c'est encore un peu tordax, hein, c'est pas fini encore. Et bon, alors est-ce que si le 456 se sacrifie, est-ce que c'est une fin ratée? Je crois pas. Non, parce que le sacrifice ne serait pas vide de sens. Justement, au tout début de la saison 2, il le disait, vous m'avez déjà tué, je m'en fous, mais je peux mourir maintenant. Il cherche à mourir justement, donc il trouverait la rédemption là-dedans, et il se pardonnerait tous ses péchés. D'autant plus que dans cet épisode-là, il a eu encore une fois la certitude qu'il n'y a véritablement personne à sauver dans ces joueurs-là. Tous ont voulu soit jeter le bébé, soit jouer pour leur propre pomme, soit sacrifier quelqu'un, soit toujours dans un but égoïste. Et également, à chaque fois qu'il a cru pouvoir s'en sortir,
eh bien le maître des jeux et les VIP ont fait en sorte de changer les règles ou d'essayer de le manipuler derrière. Alors est-ce que il a encore foi en l'être humain? Sa femme l'a quitté, elle est partie à l'autre bout du pays en le traitant comme une merde. Sa fille, il a plus de nouvelles. Il a eu la confirmation que des gens peuvent trahir pour de l'argent, que des mères peuvent tuer leur fils. Non, autant ce sera un soulagement pour lui que de dire « Ok, j'arrête tout, je quitte ce monde-là. » Autant. Parce qu'il y a véritablement personne à sauver. Il n'y a rien à sauver là-dedans. C'est la vie qui corrompt les hommes dès lors qu'ils viennent au monde. Bien, c'était un épisode encore une fois très intéressant sur des expériences de pensée, sur de la psychologie. C'est un drama psychologique. Moi j'aime bien. Hein, franchement, c'est très intéressant. Je mets à chaque fois un peu de temps effectivement à sortir les reviews. J'aime bien, vous voyez, regarder l'épisode une première fois, me le laisser macérer pendant 24 heures, y réfléchir un petit peu, me le re-regarder une autre fois pour essayer de trouver les inspirations psychologiques et philosophiques. Moi j'aime bien. Puis après derrière je fais les reviews et faire les reviews ça me permet également de ressasser un peu tout ce qui s'est passé pour pouvoir mieux apprécier l'épisode d'après. Moi je me régale. Si vous vous êtes régalé également devant cette review, je vous laisse le soin de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner également par ici sur le petit icône à la chaîne. On va aller tout droit vers le dernier épisode, celui de la rédemption finale de 456, je l'espère. Trouvera-t-il la foi en l'être humain? Quel être humain? Ou bien abandonnera-t-il tout espoir? Suspense. Prenez bien soin de vous en attendant et à bientôt. Ciao. Et si vous voulez une ref en plus, je vais vous citer François Valéry qui disait « Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent ». Voilà, ça c'est fait, je l'ai dit, j'ai gagné mon pari.